Donc bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Donc je vous présente Christine, Bonjour, illustratrice et auteure. Je te laisse te présenter. je m'appelle effectivement Christine, je fais des jeux en tant qu'illustratrice depuis 2017. À l'heure actuelle, j'ai une quinzaine de jeux qui sont sortis avec des illustrations ou des graphismes sur lesquels j'ai travaillé. J'ai sorti un jeu en tant que co-autrice avec Ludovic Maudlan. C'était l'année dernière et on en a un deuxième qui devrait sortir à l'automne prochain. Ça fait 11-12 ans que je suis 11 illustratrice ans. tout court. Ok. Mais c'était en 2017 où j'ai travaillé sur mon premier jeu de société. Donc je suis sortie de l'école en 2010, j'ai commencé à travailler en tant qu'illustratrice en 2010. J'ai illustré pour les jeux dans un deuxième temps, c'est pas venu tout de suite. Et du coup, tu avais fait des études dans quoi? Des études de dessin, c'est à l'école Émile Cole à Lyon, qui est assez spécialisée sur la bande dessinée, le dessin animé, le dessin au sens large en réalité, et plutôt dans les arts appliqués que dans les beaux-arts. Et du coup, après 2010, donc tu as eu ton diplôme. Et C'est ça. après, tu as travaillé en tant qu'illustratrice. On va pas se mentir, au début, c'est quand même un petit peu difficile parce Ah ouais. on sort de l'école avec un book qui est assez similaire à celui des autres, avec des travaux d'étudiants qui sont pas très très crédibles sur le plan professionnel. J'ai commencé par, on va dire un petit peu avec le bouche à oreille, à travailler avec une boîte qui faisait du jeu vidéo 2D. Ok. Et c'était une sorte de jeu où on avait des poupées à habiller, donc habillement comme on peut avoir les paper dolls sur papier, mais là c'était la version numérique, donc on pouvait habiller la poupée avec différentes tenues. On pouvait également lui mettre des différents objets et meubles dans un loft, etc. Donc c'était un petit peu le principe du jeu. Il y avait des mises à jour 3 fois par semaine. Et du coup, ça demandait à une équipe de dessinateurs et dessinatrices d'alimenter ça un petit peu tout le temps. Donc ça a été mon premier boulot et j'ai fait ça, pas de manière continue, mais pendant à peu près 5 ans quand même. Ah oui. Voilà. Et ça Ok. m'a permis aussi d'assurer le quotidien pendant un certain temps et de pouvoir démarcher par ailleurs, construire un book par ailleurs. Parce que comment tu es arrivée dans les jeux de société, du coup? Alors ça, c'est un peu différent, c'est parce que j'étais joueuse de mon côté. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire de l'illustration, je travaillais à la maison, je voyais pas grand monde, et pour me sortir un petit peu de chez moi et pour avoir une occasion de parler à des gens dans la journée, je me suis dit, bah, je vais faire différentes activités. Alors j'ai fait un peu de danse hip-hop, ce qui n'a pas été très probant. J'ai pas continué ça longtemps, mais je suis aussi allée découvrir un bar à jeux qui s'appelle Moi je m'en fous, je triche à Lyon. Et j'ai commencé à entrer dans les jeux de société comme ça, parce que moi, j'avais pas, j'ai joué en famille quand j'étais petite, mais j'avais pas forcément une grande habitude de joueuse avec mes cercles d'amis. Ouais, j'ai mis le pied là-dedans, je m'y suis beaucoup plu, du coup, j'y suis restée, j'ai approfondi ma connaissance des jeux, j'ai commencé à aller en festival, tout ça. Donc c'est comme ça que tu as connu Thomas Russier. Tout à fait, Ok. qui effectivement vient de là aussi. Allez voir la vidéo de Thomas Russier parce que j'ai terminé son interview, je l'ai enfin Ah, publié. Mais c'est lui qui m'avait conseillé de t'interviewer. Donc tu as toujours réussi à vivre en tant qu'illustratrice ou ouais, c'était des périodes compliquées? globalement, j'ai toujours réussi à vivre de cette activité parce que justement, ce travail qu'on peut considérer comme un petit peu alimentaire au début il y a eu une prise de relais à un moment avec des activités, on va dire, plus variées. Que un des grands intérêts du métier d'illustrateur, c'est aussi la variété des missions qui nous sont proposées, de pouvoir se baser sur plein de supports différents. J'ai encore des boulots qui sont plus mécaniques que d'autres, mais ça, je le vois plutôt comme une richesse que comme une nuisance. Mine de rien, le fait de travailler notamment sur des jeux où on va avoir une recherche d'univers à chaque fois différent avec des personnages qui ne seront pas les mêmes, avec des ambiances graphiques qui vont changer aussi, essayer de faire évoluer son style, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et de recherche. Et par exemple, moi j'ai une collection sur laquelle je travaille qui sont des livres activités avec des licornes. Et je pense que quand j'en parle aux gens, ils doivent avoir l'impression que c'est un petit peu rébarbatif et répétitif aussi. Ça peut l'être quand j'en ai vraiment beaucoup à faire à la suite, mais en réalité, moi je le vis vraiment comme une récréation. C'est-à-dire que de temps en temps, j'ai une proposition de la part de cet éditeur pour alimenter la collection, et ben voilà, je me remets dans cette démarche-là où je sais exactement où je vais, où je sais quel processus je vais suivre pour pouvoir arriver à tel résultat. Et je connais aussi mon client, donc je sais les choses qui vont lui plaire. Ça va me permettre aussi d'être plus sereine en fait dans mon activité. Ça serait sans doute
un petit peu ennuyeux s'il y avait que ça, mais il y a un vrai plaisir d'y retourner. Tu as les mêmes clients ou tu as des nouveaux clients et comment ça se passe, hein, le métier d'illustratrice? Alors, dans ce que j'ai pu voir de l'édition jeunesse, il y a quand même cette notion de collection. Il y a certains livres qu'on va faire avec un éditeur qui ont vocation à être une collection. Et, par exemple, si on imagine Harry Potter, il y a tous les tomes. La personne qui a fait le premier tome a fait également le dernier, parce qu'on a envie d'avoir une cohérence graphique sur l'ensemble de la saga. Là, c'est un petit peu pareil. Donc, par exemple, avec mes livres de licorne, c'est typiquement le cas. C'est-à-dire que l'éditeur n'est pas tenu de faire appel à moi, il a le droit de réorienter la collection, mais s'il a envie de garder une unité dans ce qu'il a proposé sur cette collection, a priori, il va plutôt faire appel à moi. Dans les jeux de société, c'est différent parce qu'il peut y avoir le principe d'extension à un jeu, mais en général, les éditeurs vont chercher, en variant leur jeu, à varier également les styles graphiques, potentiellement faire appel à quelqu'un quand ça s'est bien passé et quand il imagine que la personne pourra proposer quelque chose de cool sur l'univers de ce futur jeu. Ça dépend aussi des boîtes. Par exemple, sur Sorry We Are French, c'est toujours la même personne qui s'occupe des illustrations parce qu'il y a un univers qui est cohérent, ça a du sens par rapport à leur ligne éditoriale. Mais voilà, la plupart des éditeurs, en réalité, ils vont chercher à varier les styles et à varier les illustrateurs aussi. Mais ça n'empêche pas, quand ça s'est bien passé avec quelqu'un ou qu'il trouve un potentiel pour un jeu en particulier, qu'il refasse appel aux mêmes personnes. C'est normal, il y a une relation qui se crée. Et du coup, parce que moi, je pensais que tu regardais le jeu de société, enfin, euh, tu regardais le jeu, les pions, le décor, etc. Et que c'était là que tu partais pour créer l'illustration ou comment ça se passe? Effectivement, en général, quand on me propose un projet de jeu de société, le jeu est quand même pas mal abouti déjà. On a une notion de ce que sera le matériel du jeu. Et on peut se baser sur les illustrations, enfin, on peut se baser sur ce matériel-là pour dire il y aura besoin d'avoir un pion ou 5 pions avec tels éléments représentés qui vont représenter, je sais pas, les familles des différentes factions qui sont présentes dans le jeu. On va avoir besoin d'un d'autres cartes pour aller sur ce set de cartes pour chaque joueur et donc une icône qui va symboliser ce joueur. Mais donc c'est le joueur rouge, et on va pouvoir dire lui, je sais pas, c'est les cœurs ou peu importe. Donc on se base là-dessus et puis dans la plupart des cas, oui, quand même une liste déjà constituée de ce que seront les différentes cartes du jeu, les plateaux s'il y en a. Pour l'illustration de boîte, en général, ça arrive un petit peu plus tard. C'est en général quand on a déjà une bonne idée, même graphiquement, de ce qui se passe dans le jeu, qu'on a le recul pour se dire cette boîte, ça sera intéressant, ou il vaudrait mieux partir sur quelque chose de plus abstrait, ou que les personnages ont besoin d'être présents sur la boîte pour faire ressortir l'univers. Voilà, tous ces questionnements-là. Et aussi en fonction du type de jeu et de quel public il vise. Parce que là, du coup, tu es à plein temps que illustratrice de jeux de société. Tu fais pas autre chose. Si, je continue à faire des choses pour l'édition jeunesse notamment, ouais. Donc, tu fais les livres, les jeux de société. C'est déjà pas mal, mais par exemple, sur les jeux de société, ça m'arrive de faire des affiches de festivals ou des illustrations promotionnelles qui vont venir entourer la promotion d'un jeu ou d'un éditeur. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des demandes par rapport à ça. Et pour ce qui est de la jeunesse, comme je t'ai parlé des livres de licorne, il y a ça, mais par exemple, j'ai travaillé aussi pour le site orienté jeunesse du Louvre. Ah oui. Et là, on est sur des illustrations, on va dire jeunesse, mais qui ne sont pas du tout à destination du livre, c'est à destination numérique, parce qu'ils sont visionnables sur Internet pour accompagner des contes ou des contes lus. Donc ça, c'est un tout petit peu différent au niveau du support. Le but, on va dire, est un petit peu le même, c'est la destination des enfants et de la culture. Et du coup, tu es obligé de jouer aux jeux de société pour pouvoir créer l'illustration ou pas forcément? Non, pas forcément, mais c'est souhaitable. Quand c'est possible de le faire, c'est mieux de le faire. Il faut que ça soit possible en termes de distance avec les éditeurs pour s'organiser une partie, ou alors qu'ils m'envoient un prototype pour que je puisse essayer le jeu. Moi, quand je n'avais pas la possibilité, je préfère quand même avoir l'occasion d'essayer le jeu parce que ça me permet de mieux ressentir quels vont être les enjeux d'illustration qui vont se poser dessus. Et même au niveau des sensations, pour se dire, c'est quand même un jeu qui est assez taquin, méchant, on va peut-être pas faire tout à fait la même chose en termes d'illustration que si c'est un jeu hyper posé, hyper zen. Je considère que ce moment d'analyse du jeu où on va projeter les illustrations et commencer à réfléchir à la manière dont elles s'articulent avec la mécanique de jeu, il est hyper important. C'est déjà Ah du bah travail. oui, oui. C'est une entreprise personnelle, donc c'est un moment tout simplement, mais Ah, voilà, je suis d'accord, indépendante. ok. Par contre, je travaille dans un bureau partagé avec des gens du milieu du jeu, donc peut-être
peut-être que ça peut faire un peu la confusion, mais on n'est pas en entreprise ensemble en revanche. Non, c'est un bar à jeux qui s'appelle Ah oui, le Strawberry. On est dans une sorte d'espace de coworking qui a lieu enfin c'est dans le jardin. On a un bureau partagé tous ensemble et c'est très bien. et donc c'est avec eux que tu peux tester les jeux et... Ouais. Notamment, c'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé sur différents jeux. Je peux aussi tout à fait leur dire, est-ce que vous avez un petit peu de temps tel ou tel jour pour tester un prototype avec moi qui n'est pas adressé à eux. Oui, et puis en plus, c'est bénéf pour eux. Alors, je ne sais pas si eux aussi sont illustrateurs ou peut-être éditeurs. Alors, il y a des éditeurs, ou alors on fait un listing des noms, hein, c'est aussi possible. Il n'y a pas de secret par rapport à ça. Il y a Sébastien et Clément qui sont les éditeurs de Catch Up Games, avec qui j'ai déjà travaillé sur Paper Tales, Pharaon, et bientôt un jeu qui s'appelle Mind Up qui va sortir en mai. Il y a également Mathieu Rivero, qui est le Mathieu de Ludovox. Les gens le connaîtront certainement par ce biais-là, mais qui fait également plein d'autres trucs dans le jeu, dont de la traduction et du game design. Il y a Mathieu Bonin, qui est chargé de communication en indépendant et qui travaille en partie pour Catch Up Games et pour d'autres types de gens. Donc, tous les joueurs réunis au même endroit. Voilà. Et puis, des fois, il y en a certains qui sont dispo et d'autres pas. En général, c'est moi qui fais l'impasse sur, sur les parties de prototype. Et je me fais un peu chambrer pour ça. Ok, tu plais dans ce que tu fais. Ah bah oui, non, c'est super. Surtout que c'est quelque chose que j'avais eu envie de faire depuis longtemps. Le fait d'avoir été à la fois joueuse et illustratrice sans pouvoir marier les deux à un moment, c'était clairement, je le vivais comme un but de pouvoir parvenir à ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est hyper cool. Et du coup, tu participes aussi à plusieurs festivals tout le long de l'année. Ouais. Alors la plupart du temps, c'est plutôt en tant que joueuse. Ça m'arrive de les faire aussi en tant que professionnelle et d'avoir des dédicaces et tout ça. Mais la plupart du temps, c'est aussi l'occasion de voir les copains que je connais du monde du jeu et que je vois surtout à ces occasions-là. Voilà, donc par exemple, sur la suite de l'année, je vais pas pouvoir être à Toulouse pour la chimie du jeu, ça me rend un petit peu triste, mais voilà, c'est comme ça. Par contre, je serai présente à PEL, je ferai normalement une semaine au flip. Et puis j'ai l'habitude d'aller à Vichy, cette année peut-être Essen. Donc. J'étais à Cannes, la semaine dernière j'étais à Ludinor. Je me mets pas du tout une obligation, alors à part pour Cannes et pour PEL, parce que je pense que c'est peut-être les plus importants pour moi en tant que professionnel. Mais après c'est vraiment en fonction des dispos, en fonction du temps que je peux avoir, du budget aussi, de s'il y aura les copains. Ces facteurs-là. Et tu continues toujours à aller au bar à jeux ou plus du tout, vu que tu as réussi à en faire ta passion, ton métier, quoi. Alors j'avoue que j'y suis pas allée en tant que joueuse depuis un sacré moment, mais je continue à être techniquement bénévole là-bas, parce que je l'avais pas dit, mais donc au bout d'un an à peu près, je suis passée de joueuse à bénévole et parce que j'avais envie de m'impliquer plus. Et là, je le suis toujours et je fais pas grand-chose pour l'asso. Notamment, moi je m'en fous, c'est un bar associatif, donc le principe c'est aussi d'avoir des bénévoles qui tiennent des permanences et ça fait partie en gros c'est le principal de l'activité bénévole là-bas. Moi je le fais pas parce que j'ai plus moyen de consacrer ce temps-là. Par contre, je contribue à l'organisation du week-end récréatif des bénévoles qui aura lieu bientôt, notamment de la partie cuisine bouffe. Ok. Voilà, parce que j'aime bien manger, alors j'essaye de mettre ça à profit une fois par an. Mais bon, c'est une petite contribution pour l'instant, c'est pas énorme. Je voulais savoir le matériel que tu utilises principalement. Dans le cadre professionnel, je vais essentiellement me servir pour dessiner d'une tablette graphique. Et voilà, concrètement, voici Ok. comment ça se passe. Voici mon bureau et mon Ok. Facebook. Et voilà, là j'ai mon clavier, je vais avoir ma tablette. Et donc c'est sur cette tablette où je vais pouvoir dessiner avec un logiciel. Moi, dans mon cas, c'est Photoshop, mais selon les gens, ça peut être d'autres logiciels également. Et puis Ok. voilà, avec mon stylet, je peux dessiner directement dessus. À la maison, j'ai une autre tablette, qui est une tablette qui n'a pas d'écran, et ça marche très bien aussi. Ok. Probablement que je la préfère parce qu'elle est plus légère et maniable. Et sinon, crayon et papier, notamment pour les recherches. Voilà, et c'est aussi simple que ça. Oui, j'allais dire, tu n'utilises plus vraiment le papier et le crayon à proprement dit, quoi. Ouais, ça dépend des gens, parce que chacun va le réinvestir de manière différente. Mais moi, c'est vraiment pour les recherches. J'ai du mal à faire des recherches et des croquis directement sur le numérique. Donc, Mm. je passe beaucoup de carnets quand j'ai des dessins à faire, à faire des recherches par ce biais-là. Ça m'est arrivé aussi, par exemple, dans le cadre du jeu Tichou, de conserver, enfin de travailler en partie en traditionnel, puisque j'avais fait des dessins
sur mon carnet, comme je fais des croquis. C'est un style qu'on voulait assez lâché, où on garde vraiment du grain de dessin. Et c'est pour ça que j'avais fait ces dessins relativement propres, mais qui sont presque dans une ambiance croquis, un peu délié et tout ça, pour, euh, pour garder ce côté un peu organique. Ouais. Voilà, donc ça, c'était mis en couleur de manière numérique, mais les dessins en eux-mêmes, ils étaient traditionnels. Tu utilises l'intelligence artificielle pour t'aider au niveau des dessins ou pas du tout? Non, moi pour l'instant, j'ai un problème moral vis-à-vis de la question du droit d'auteur sur ces outils-là. Tant qu'il n'y aura pas de législation autour de ça, du fait que le droit d'auteur est respecté ou alors un consensus sur des exceptions relatives au droit d'auteur. Le principe des intelligences artificielles d'illustration à l'heure actuelle, c'est de piocher dans le grand Internet sur des références du monde entier d'œuvres pour lesquelles les illustrateurs, peintres, photographes, etc. n'ont pas donné leur droit d'auteur. C'est pas du domaine public. Et donc, à partir du moment où on pioche là-dedans en le réutilisant sans avoir les droits, bah, ça me paraît être pour l'instant du vol. Peut-être qu'un jour, ça sera Ouais. plus le cas. Donc, en l'état, moi, je choisis de ne pas l'utiliser. Donc, je pense que tu as créé beaucoup d'illustrations, notamment sur les jeux de société. Je sais Ouais. pas si tu as un chiffre en tête ou pas du tout. Sur un nombre d'illustrations? Ouais. Non, j'ai pas du tout compté. Surtout il y a des jeux sur lesquels il y a beaucoup d'illustrations et d'autres où il y en a très peu. Donc, Ouais. c'est compliqué de faire une moyenne. Ben, à mon avis, ça doit être plus d'une centaine ou je sais Oui, pas. certainement, parce que sur une quinzaine de jeux, il y en a quand même pas mal qui ont plus d'illustrations que 6. Donc, oui, oui. J'ai fait quand même un certain nombre de jeux assez minimalistes. Par exemple, même Baron Vaudou, qui est un jeu avec une présence graphique assez forte. Et ça, c'est un jeu sur lequel il y a en gros 5 illustrations. L'illustration de la couverture et une illustration pour chacun des 4 personnages. Ok. Donc, à la fois, c'est un peu fort comme parti pris graphique et à la fois, c'est minimaliste dans le nombre d'illustrations. Ok. Voilà, alors que, par exemple, dans le cadre de Paper Tales, bah, il y avait beaucoup plus d'illustrations, il y avait plus d'une quarantaine sur le jeu de base. Oui, oui, le chiffre de 100 me paraît... Est-ce que tu as des jeux où justement ça a fait vraiment un carton, que ça a été des jeux qui ont été beaucoup utilisés ou vendus, ou est-ce qu'il y en a un qui en est ressorti ou pas du tout? Alors, mine de rien, Paper Tales, ça a été mon premier jeu. C'est un jeu qui a popé tout de suite et qui a été assez important pour moi et qui reste important pour moi. Par exemple, à Ludinor, ce week-end, quand j'étais en dédicace, bah, il y avait Ouais. encore une grosse proportion des dédicaces qui étaient du Paper Tales. D'accord, ok. Donc, je sais pas si... Enfin, c'est un jeu qui s'est bien vendu, hein, clairement. C'est pas celui que j'ai fait qui s'est le plus vendu, mais je pense que dans l'image des gens et aussi parce qu'il y avait plus d'illustrations, parce que c'était un parti pris graphique aussi. C'est quelque chose qui a plus marqué et que les gens ont en tête plus facilement que, mettons, Lucky Numbers, qui est le jeu sur lequel j'ai travaillé, qui a, je pense, le plus grand nombre de ventes. Ah oui, Ouais. ok. Et est-ce que tu as des illustrations où tu te dis à la fin, ouais, celle-là, j'ai bien bossé dessus et t'en es fière à la fin? Bah, j'essaie de faire en sorte que ce soit le plus souvent possible. Franchement, sur la plupart de mes jeux, j'arrive à la fin avec la conviction d'avoir fait un truc qui était bien adapté pour le jeu. C'est pas forcément toujours la question du beau, parce que le jeu de société, c'est certes une œuvre de l'esprit, mais c'est aussi un produit. La façon dont on pense les illustrations par rapport à un public donné, ça implique aussi que peut-être ce jeu, il n'a pas besoin de quelque chose qui est beau, il a besoin de quelque chose qui est fun ou qui est léger. Mm. Et le fait de faire quelque chose de, on va dire, peut-être trop joli ou trop précieux dans son truc, bah, peut-être que d'une certaine manière, il peut être moins adapté à son public. Ouais. Non pas que les gens ne méritent pas d'avoir quelque chose de joli, mais parce que ça, je sais pas, ça pourrait avoir un côté peut-être too much par rapport à l'expérience de jeu qu'on va chercher à avoir. Ok. L'exemple que je prends souvent par rapport à ça, bah, par exemple, ça va être Stupide Vautour. Alors, c'est un jeu super léger avec pas mal de hasard et du guessing. Mhm. C'est pas très joli, c'est très visuel. Mais mine de rien, par rapport à ce que ça fait dans le cadre du jeu, par rapport à cette mécanique, par rapport aux sensations qu'on a qui sont elles aussi
pas prise de tête, on passe un bon moment entre copains et moi ça me choque pas du tout de jouer avec des visuels qui sont un petit peu datés et après c'est des goûts et des couleurs, il y a peut-être des gens qui trouvent ça super beau, qui adorent, hein, je juge pas par rapport à ça. Moi je suis en général contente de ce que j'ai fait sur les jeux, notamment quand j'ai le sentiment que j'ai fait quelque chose qui était approprié pour le jeu. Qui est bien adapté par rapport au jeu pour y jouer, etc. C'est ça. Oui, parce qu'à chaque fois que tu crées, tu montres peut-être à l'équipe en disant ce qu'ils en pensent. Et Mmh. parce qu'il y a des fois, bah, tu peux être dans ton truc, tu peux ne pas voir et que les autres peuvent voir un angle mort que toi, tu pourrais pas voir, quoi. Tout à fait. Bah, de toute façon, moi je travaille directement avec l'éditeur la plupart du temps ou le chargé de projet, quand il y a plusieurs, chargés de projet différents dans la boîte. Et ça, c'est clairement des discussions qu'on a dès le début, hein, de dire c'est un jeu qu'on peut adresser à qui. Par exemple, si on a un jeu qui va être strictement sur un public de boutique, on va certainement pas tout à fait l'orienter de la même manière que si on a un jeu qui est exclusivement pour de la grande surface spécialisée ou du supermarché. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Parce que le marketing se passe de manière différente et que les codes de l'un ne marchent pas forcément vis-à-vis de l'autre lieu de distribution. Non, bah, c'est super intéressant. Enfin, on pense pas du tout à tout ça. Non, c'est normal. C'est beaucoup des questions de sensation. Mm. C'est-à-dire de dire, bah, une fois que j'ai analysé ça, que j'ai une idée de ce vers quoi j'ai envie de tendre, c'est aussi le moment pour moi d'expérimenter et de voir si ça me paraît convenir par rapport à l'ambiance de la grande surface, par exemple. De dire, est-ce que ce jeu, il irait bien avec les autres jeux qui sont présents en rayon? Ou est-ce qu'il se démarquerait par rapport à eux? Est-ce qu'il est susceptible de ressortir dans ce contexte-là suffisamment pour pouvoir être joué par le consommateur? Il y avait des amis, ils faisaient une collection des plus belles boîtes de jeux de société. Et ça Mhm. m'avait marqué. Ils me disaient, bah, il y a des fois, on achète les jeux, mais juste parce que la boîte, elle est belle. Et c'est vrai que il y a des fois, les gens, ils vont acheter le jeu, mais juste par la boîte. Donc, c'est vrai que au final, bah, ton métier, il est important, quoi. C'est ça. Et puis, c'est clairement les illustrations, c'est une chose, mais vraiment l'illustration de couverture, on sait à quel point c'est déterminant sur le fait que la personne ait envie de prendre le jeu en main et de retourner la boîte. Mm. S'il prend même pas le jeu pour voir comment ça se passe la mécanique, il y a des chances que, à moins d'avoir le conseil d'un vendeur, il l'achète pas. C'est vrai que donc là, le jeu qui a été nominé As d'or, c'est Acropolis. Et c'est vrai que pour moi, la boîte, elle est vraiment magnifique, quoi. J'avais envie Mm. de la prendre parce que tu es direct dans l'univers, donc c'est la Grèce. Enfin, c'est vrai qu'on a envie, mais il y a des fois, il y a des jeux, ils font un carton. Et c'est vrai que je me dis que la boîte, elle est... Le Skyjo, Mm. je sais que ça fait un carton, mais je la trouve pas si belle que ça, quoi. Oui, mais après, si on revient à cette question de l'esthétique et de la beauté, si le jeu Mm, il est bien adapté pour son public, et à mon avis, on avait quand même une composante. Je sais que c'est un jeu qui est vendu sur Amazon notamment, mm. mais potentiellement en grande surface aussi. D'une certaine manière, là, les boutiques ont suivi et le vendent aussi, mais c'était pas la Ouais. cible principale. Peut-être que ce visuel qui correspond pas à des critères esthétiques qui sont ceux de, des boutiques en règle générale, et ben en fait, c'était bien adapté par rapport à ce qu'il cherchait à faire, à sa légèreté, à son accessibilité, et que, en tous les cas, ça n'a pas dissuadé les gens de l'acheter. Je pense que clairement, les personnes qui achètent les jeux pour presque les collectionner ou parce que vraiment la boîte leur a plu, ça reste très minoritaire dans l'acte d'achat. Il voulait des beaux jeux et des jeux que personne n'a chez lui, que tu peux pas trouver en grand commerce, quoi. Ouais, c'est très niche. Du coup, est-ce que tu as un jeu bah, qui est derrière toi et que tu t'as été l'illustratrice ou pas du tout là? Alors, il se trouve que j'ai une petite collection de jeux sur lesquels j'ai travaillé qui sont cachés derrière. Je vais peut-être sortir celui-là. C'est la plus grosse boîte. De spécialiste, ok? Est-ce que vous connaissez un jeu de casse avec du draft de dés? Je vais voir pour sortir des trucs, puisque j'ai eu une version absolument de luxe parce qu'il y avait eu un Kickstarter. C'est un jeu qui a été également vendu en boutique après. Mais là, c'est un exemplaire que j'ai même pas dépunché. Elle le fait en direct avec nous. Je vais pas le dépuncher maintenant, hein, ça serait un petit peu long, je pense. Des jetons de poker Ah avec oui, les voilà. différents logos des gangs qu'on va incarner dans le cadre du jeu. Plateau joueur avec pas mal de cartes, avec des personnages, et donc des personnages qui ont différentes fonctions. Ici, c'est la hackeuse. D'accord.
Voilà, ce genre de choses. Et donc c'est un jeu sur lequel j'avais pris beaucoup de plaisir à travailler, notamment parce que graphiquement, j'avais bien pu m'éclater. Hop. Il y a des fois, les éditeurs, ils sont trop restreints, ils te laissent pas te laisser aller dans ce que tu penses. Il y a des fois où je suis en désaccord, mais au final, c'est l'éditeur qui connaît ce qu'il a envie de faire sur son projet et c'est lui qui est le plus en capacité de juger si tel ou tel choix ça s'adaptera au jeu. Donc c'est eux qui tranchent, hein. La plupart du temps, ça se passe bien au niveau du dialogue. Et tu as fait du coup le devant de la boîte et le derrière? Alors, en général, moi, je laisse à l'éditeur le soin de faire l'arrière de la boîte. J'enlève ces différents éléments de l'intérieur de la boîte. Voilà, ici, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a... En fait, l'arrière de boîte, c'est quand même plutôt des choix commerciaux Mhm. parce que ça va relever de comment on apporte aux joueurs la connaissance de ce qui se passe dans le jeu. Donc, le fait de rédiger en général en 3 étapes ou, mettons, un certain nombre de petits textes, les différentes mécaniques qu'il va y avoir dans le jeu, les points d'intérêt du jeu, etc. C'est vraiment quelque chose, clairement, c'est pas moi qui vais l'écrire, mais qui peut être touché jusqu'au dernier moment parce que ça a une importance vis-à-vis des boutiques, parce qu'il y a des gens qui vont être consultés par exemple chez le distributeur ou dans les équipes commerciales, quand il y a des éditeurs qui ont des équipes commerciales dédiées. Donc, par souci de simplicité, en général, je laisse l'éditeur avec un graphiste gérer cet aspect-là. Parce que c'est plus du graphisme que de l'illustration en réalité. Cool, donc tu es beaucoup en lien avec les créateurs et les éditeurs ou plus avec les éditeurs? Ça dépend des fois, mais en général, moi, je suis en lien avec un éditeur, y compris quand il y a plusieurs éditeurs au sein d'une entreprise, parce que je trouve que c'est assez important d'avoir un interlocuteur unique par souci de simplicité, ce qui n'empêche pas que par ailleurs, il va consulter l'auteur ou les auteurs, il va consulter ses collègues éventuellement, son distributeur s'il en ressent le besoin. Derrière ça, il soit capable de m'apporter une sorte de rendu concis de ce qui s'est Mhm. dit et des Mhm. retours un peu unifiés. Comme ça, il y a une prise de décision de leur côté. Le risque qu'il y a quand on a plusieurs interlocuteurs différents, c'est qu'ils ne soient pas d'accord, que du coup, on ne sache pas trop ce qu'on est supposé faire, parce que il faudrait tester l'avis de tout le monde, et voilà, et ça, c'est pas trop possible. Donc moi, je trouve ça plus confortable, en tout cas, quand il y a un seul interlocuteur. Mais c'est bien, je pense, d'avoir l'occasion de parler du jeu, par exemple, avec l'auteur avant, pour Ouais. voir par rapport à sa vision, pour aussi peut-être le rassurer par rapport à aussi le graphique qu'on va développer dans le cadre du jeu. Mais de toute façon, l'auteur, il est consulté par l'éditeur assez régulièrement. C'est pas forcément le cas dans toutes les boîtes avec qui je travaille, souvent c'est le cas. Est-ce que des fois, tu es surchargé de travail et tu as plein de dates à respecter en disant là, il faut que tu sortes l'image tel jour ou comment ça se passe? Oui, souvent souvent c'est un peu compliqué la question des délais. Je fais de mon mieux. C'est pas forcément par rapport à un jour précis, mais en général, on me dit le jeu a besoin d'être terminé pour telle date de manière à partir en production à telle période. Et après, on voit si on arrive à le rendre dans ces temps-là. Je n'aurai pas forcément de timing à donner sur il faut au moins tant de temps pour faire un jeu, parce que évidemment, ça dépend trop de la question du matériel, de la complexité des illustrations et toutes ces choses-là. Mais par exemple, moi, à l'heure actuelle, là, je travaille sur 4 projets en parallèle Ok. qui sont pas forcément tous au même stade. Il y en a un qui est au stade de l'essai, il y en a un qui est bien commencé et qui, je dirais pas que ça roule tout seul parce que ça prend beaucoup de temps à faire quand même et j'ai pas terminé. Il y en a un autre qui est au tout début, donc plusieurs projets en parallèle. Des fois, c'est un petit peu difficile de réussir à tout gérer en même temps. En général, moi, je consacre des journées ou des demi-journées au projet en fonction des urgences. Et voilà. Mais dans le cas des jeux de société, c'est rarement à 2 jours près. Ça peut être à 1 ou 2 semaines près. Peut-être qu'il te faut une semaine, un mois. Si tu fais une petite boîte, ça va te demander peut-être moins de temps ou... Et puis vraiment, ça dépend des fois et c'est pas toujours ce qui paraît le plus complexe qui a demandé le plus de temps non plus. Parce que certains jeux sur lesquels on va avoir peu d'illustrations ou peu de réalisation graphique pourront avoir demandé beaucoup de recherche en amont. Et les recherches, en général, on voit pas le travail. Par exemple, sur Lucky Numbers, quand j'avais travaillé avec Tiki Edition là-dessus, on avait fait relativement vite les plateaux, mais le travail de couverture a été assez long pour arriver à ce résultat-là. Il avait fallu passer par beaucoup d'essais successifs, peut-être, je sais pas, 5, 6, 7. Et cette couverture qui est au final si évidente avec le matériel du jeu tout simplement, c'était pas du tout le premier jet. Tous les essais qu'il y a eu sur cette image, les gens les voient jamais, donc ça donne pas l'impression d'avoir été un travail. Et pourtant, il a bien fallu passer par là. Oui, oui, on peut pas avoir tout du premier coup et on peut pas avoir non plus une évolution et il faut bien lancer un premier jet pour pouvoir C'est ça. continuer, quoi.
Voilà, Ok. et à côté de ça, il y a des fois des illustrations où le premier jet est le bon, hein. Bah, par exemple, là, j'ai travaillé sur Les Toits de Paris, qui est donc le jeu où je suis également co-autrice avec Ludovic Maublanche et Kif Édition pour l'année prochaine. Là. L'illustration de couverture, comme il y avait déjà les illustrations du jeu qui avaient été réalisées avec un style graphique qui était déjà établi et tout ça, j'ai fait un croquis. On a fait des retouches sur le croquis et après j'ai pu passer directement à la mise en couleur parce qu'il y avait une forme d'évidence qui s'était créée par rapport à ce qu'on représenterait sur cette couverture. Et voilà, c'est d'une certaine manière, c'était assez simple. En tout cas, je me suis pas posé des questions midi à 14h, même si l'illustration en elle-même n'était pas simple à réaliser. J'ai passé beaucoup de temps dessus, mais en tous les cas, c'était pas du temps de recherche. Tu es quand même une joueuse. Est-ce que tu as des jeux que tu préfères en particulier et bah, quel serait ton jeu du moment? Je pense que je vais répondre un truc pas idéal parce que j'aurais pas eu le temps de me creuser assez la tête. Mais au final, un des jeux sur lesquels j'aime souvent revenir, notamment par rapport au côté périodique des boîtes qui sortent, c'est Unlock. Ouais. C'est pas original, mais en fait, plus le temps passe et plus je me rends compte à quel point c'était fort. Bah, il y a toujours le petit quelque chose qui fait oh, j'ai envie d'y jouer à ce Mm. scénario. Donc voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de faire la dernière boîte, il va falloir que je me penche dessus. Mais il faut avoir un groupe de joueurs avec qui le faire, qui ne l'a pas déjà fait. Et sinon, la dernière bonne surprise, je dirais Kites, Ok. qui m'a bien plu en festival. J'avais joué à Cannes, j'ai rejoué à Ludinor. Je suis très mauvaise, mais je trouve ça très agréable à jouer. Comme quoi, on n'est pas obligé d'aimer un jeu et d'être fort dessus, on peut juste C'est ça, l'aimer. c'est ça. Du moment que les autres joueurs aussi à la table passent un bon moment et sont pas trop crispés, bah, Ouais, c'est ça. on peut perdre avec panache. Après, on avait un débat sur les unlocks où moi, j'en achèterais pas forcément parce que bah, une fois que tu l'as joué, bah, tu connais. Et du coup, soit tu leur vends, soit tu leur loues. Mhm. Et je suis plus en mode ludothèque à prêter, quoi, en fait. En fait, moi, j'ai quasiment pas de jeux à la maison à part des jeux sur lesquels j'ai travaillé parce que, en fait, la plupart des gens que je fréquente sont joueurs et ont une plus grande ludothèque que moi. Donc, j'aurais plutôt tendance à leur emprunter et à jouer sur leurs jeux, y compris pour les unlocks qui s'y prêtent particulièrement. En fait, à la maison, j'ai surtout des jeux à deux ou des jeux que je vais pouvoir sortir quand on sera un petit comité parce que la plupart des gros jeux, j'y jouerai pas chez moi de toute manière. J'y jouerai en bar à jeux, j'y jouerai en association ou chez des copains, mais pas chez moi. Et du coup, quels seraient bah, tes objectifs à venir? Ce serait continuer à être illustratrice dans ton entreprise et évoluer ou... Ouais, ça serait de continuer à travailler sur des jeux parce que c'est un milieu qui me plaît, continue à me plaire. J'aimerais continuer à être surprise par des propositions avec des parties pris graphiques forts, avec peut-être de la place laissée à l'illustration et puis peut-être sur la recherche, sur l'originalité et puis y compris voilà, sur des choses purement graphiques, ça m'intéresse aussi d'avoir l'occasion de travailler. Donc voilà, moi ça me va bien de continuer comme ça. Je demande pas, j'ai pas des grandes perspectives de ah tiens, il va falloir viser plus haut, plus fort. Non, si on peut continuer comme ça me va. Dans le milieu de l'illustration, c'est pas vraiment quelque chose qui se fait, hein. C'est-à-dire que le fait d'avoir des salariés ou un salarié, la question c'est un petit peu pour lui faire quoi. En Mm. général, on vient me chercher pour un style graphique en particulier, qui est quand même un petit peu marqué. Si c'est quelqu'un avec un style similaire, ben pourquoi il serait pas embauché pour lui-même non, c'est pas forcément en tant qu'illustrateur, c'est pas un truc qui est vraiment dans la culture Mm. de prendre des salariés. Bah, alors moi, j'ai pas du tout l'intention de me lancer en tant qu'éditrice parce que justement, à force de côtoyer des gens qui font ce métier-là, voilà, c'est pas du tout quelque chose qui. Puis, on va pas se mentir, moi, j'ai pas forcément une âme d'entrepreneuse, hein. Pourtant, tu as ta boîte. Oui, mais si je pouvais faire autrement, je le ferais. Ah oui, d'accord, ok. C'est-à-dire que là, maintenant, je suis habituée à travailler en tant qu'indépendante et certainement, j'aurais des difficultés à rentrer dans le moule d'une entreprise et à faire des choses parce que le patron a décidé qu'il fallait que ce soit fait, etc. Probablement que ce serait problématique, mais par rapport à la liberté que j'ai actuellement et la manière dont je gère mon emploi du temps aussi. Si j'avais eu la possibilité en tant que jeune illustratrice d'être salariée, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi. Bah, tout ce temps où on recherche un petit peu son style, où on cherche à avoir plus de clients, bah, c'est vraiment des moments aussi de galère. Donc Mm. ça aurait été beaucoup plus sécurisant d'avoir ce statut de salarié. Et évidemment que quand on travaille comme moi à la mission, même si la question des droits d'auteur sur la plupart des jeux, c'est quand même
quelque chose dans lequel on est payé de manière ultra pas régulière, où il faut provisionner, où il faut anticiper. Ouais. Comment tu fais justement quand un éditeur t'envoie un mail ou te contacte pour te dire, bah voilà, ce serait bien que tu travailles là-dessus. Comment tu demandes, comment ça se passe tout ça? En général, il y a deux choses. Il y a d'une part ce qu'on appelle l'avance sur droit et d'autre part un intéressement sur les ventes qu'on appelle le droit d'auteur, mais on peut aussi parler de royalties ou de bonus, ça dépend un petit peu des modes de fonctionnement. L'avance sur droit, ça va être tout par rapport au temps que va prendre concrètement le jeu, en fonction du nombre d'illustrations du jour que je vais passer sur la réalisation des illustrations du jeu. Je vais avoir une somme qui va être celle de mon temps passé. Mhm. Ensuite, le jeu va arriver à la commercialisation. S'il se vend, l'éditeur va, on va dire, se rembourser sur cette avance. Et si les ventes du jeu dépassent le montant de cette avance sur droit par rapport au pourcentage qui m'aura été alloué en tant qu'illustratrice, il y aura un relevé soit tous les 6 mois, soit une fois par an pour me donner des sous sur les ventes du jeu. Enfin, quelle est la définition que tu donnerais d'un joueur? Moi, j'ai plutôt envie d'avoir une définition inclusive, parce qu'un joueur de pas mettre de limites par rapport à la taille des jeux, par rapport à la fréquence des jeux, etc. C'est-à-dire quelqu'un qui aime jouer et qui va le pratiquer, on va dire un petit peu régulièrement. Enfin, quel que soit le cercle, en gros, les gens qui vont penser à proposer un jeu, c'est des joueurs, quoi. Quel serait pour toi un bon joueur? Un bon joueur, c'est quelqu'un qui n'est pas un mauvais joueur, qui n'est pas un mauvais perdant, ni un mauvais gagnant. Quelqu'un qui est capable de rester agréable, quelle que soit la façon dont sa partie se déroule. Du coup, c'est un peu toi ou pas forcément? J'espère. Franchement, j'ai l'impression que oui, que je prends suffisamment sur moi quand la partie se passe mal pour pas faire vivre l'enfer aux autres et que je suis pas non plus mauvaise gagnante en disant ah regarde c'était vraiment super ce que j'ai fait, c'est insupportable. Non, moi j'ai du mal avec les mauvais joueurs franchement. Donc avec Thomas. Ça dépend. Il a dit qu'il était mauvais joueur? Bah, il m'a dit que voilà, quand il est bon, on le sait, puis quand il est mauvais, on le sait aussi. C'est pas tout à fait faux, mais il tombe pas dans la case extrême des gens qui sont pas supportables. Parce qu'on a quand même fait pas mal de parties. S'il avait été insupportable, on n'en aurait pas fait autant. Ok. Et du coup, ta famille, tes amis, etc., t'ont toujours soutenu dans ce que tu faisais ou peut-être qu'ils ont eu un peu peur, bah, justement, que tu te mettes en indépendante. La question s'est posée très tôt, parce que ça a été mon premier choix en tant qu'étudiante de me lancer là-dedans. Donc, pour mes parents qui ne connaissaient rien du tout au monde de l'illustration, oui, c'était une inquiétude. Après, mes parents sont très flex par rapport à ça. J'ai eu de la chance. Mais concrètement, la réflexion de ma mère, notamment quand j'ai parlé de devenir illustratrice, on ne savait pas comment ça allait se passer. Elle m'a dit, au pire, tu fais une année d'études et tu vois si ça te plaît et si ça se passe bien. Et si ça se passe pas bien, tu feras autre chose. Il se trouve que ça s'est bien passé. Mais, mais si ça s'était pas bien passé du tout, que je m'étais pas plu dans cette pratique du dessin quotidienne, où j'avais apprécié mon année, mais j'avais été vraiment pas au niveau pour avoir l'espoir d'en vivre un jour, j'aurais fait autre chose. Je trouve que c'est assez cool de pouvoir laisser sa chance aussi, sans mettre trop la pression sur le fait de trouver tout de suite sa vocation. Parce que moi qui suis quelqu'un d'assez, qui n'a pas une estime de mes capacités toujours au top du top, qui suis un peu encline à douter de moi-même, si on m'avait dit il faut avoir le bon truc du départ et ne pas se tromper, probablement que j'aurais même pas essayé. Ouais, donc c'est quand même une belle réussite parce que tu as réussi à faire de ta passion Mm. le boulot, quoi. Et Ouais. bah, justement, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? C'était vraiment au début, au départ, tu étais partie à Lyon pour faire des études dans le dessin et c'était ça ta passion, quoi. Ouais, je dessinais beaucoup quand j'étais petite, probablement plus que d'autres enfants, notamment quand on arrive à l'adolescence et que la plupart abandonnent un petit peu pour d'autres activités. Moi, j'ai continué à dessiner, mais j'étais pas exceptionnellement douée ou j'avais jamais pris de cours de dessin avant, par exemple. Et D'accord. donc, le fait de faire des études, ça a été assez déterminant pour moi parce que ça m'a permis de consacrer vraiment ce temps-là à l'apprentissage du dessin et de l'illustration pour arriver à un niveau qui me permettait de me défendre un petit peu sur le plan professionnel ou engranger plus d'expérience à ce niveau-là.
Ok. Et du coup, tu prends des cours de dessin à côté ou pas du tout? Moi, j'en prends pas parce que j'ai pas le temps et que d'une certaine manière, la pratique quotidienne me paraît, c'est pas un entraînement parce que on est dans la réalisation plutôt Ouais. que dans la recherche de progrès particulièrement. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Probablement pour moi, ça m'apportera plus de travailler sur une recherche de style et sur comment pousser les choses stylistiquement parlant que sur une recherche purement technique. Ce qui Ok. empêcherait pas, enfin moi j'ai beaucoup de temps à consacrer, beaucoup de mal à consacrer ce temps de, de dessin personnel et tout ça, notamment parce que j'ai beaucoup de travail de commande et que voilà, pour l'instant, c'est pas possible de faire les deux. Mais à terme, ça serait bien de trouver un équilibre où je pourrais avoir d'une part les missions sur lesquelles je travaille et d'autre part du temps pour moi pour essayer de continuer à travailler sur mon style. Et tu fais des semaines de 35 heures parce que pareil, je me rends pas compte. Tu fais Bon, comme... ça doit être à peu près ça, oui. Ouais. C'est variable selon les jours, donc c'est difficile de faire des stats. Je gère mes journées un peu comme ça, mais on va dire que c'est ouais, c'est dans ces eaux-là. Est-ce que tu arrives quand même à prendre des vacances ou ça fait très longtemps? C'est ma mission de l'année. L'année dernière, j'ai vraiment pas pris beaucoup de vacances. J'ai été un petit peu en festival, tout ça, mais en gros, j'avais pris 2 semaines de vacances pendant lesquelles j'avais travaillé à mi-temps à peu près. D'accord. Et c'est pas beaucoup, c'est pas suffisant. Et donc, faisant cette réflexion à la fin de l'année, je me suis dit, bah voilà, cette année, je vais partir en vacances. Et donc, j'ai commencé à prévoir des vacances pour bah, une semaine cet été. Ouais, c'est dingo, hein. Non, en vrai, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais ça fait partie des objectifs. Enfin, prendre du temps pour toi, quoi. Parce que du coup, j'ai un blog sur le coin des joueurs, une chaîne YouTube sur le coin des joueurs, et le but, c'est de valoriser toutes les personnes qu'il y a derrière une boîte de jeux de société. Parce qu'on ne le voit pas, on ne connaît pas. Il y a des éditeurs, illustrateurs, auteurs, créateurs Mm. et distributeurs. Et bah, mon but, bah, ça serait de valoriser toutes ces personnes qui sont derrière les jeux. Oui. Et qui, pour toi, je devrais interviewer? Je dis pourquoi pas aussi parler avec des boutiques directement, Ouais, ouais. voilà, qui sont quand même souvent très prescripteurs des jeux pour orienter bah, à la fois nous, les joueurs un petit peu habitués, mais aussi ceux qui poussent la porte pour la première fois. Et du Mhm. coup, par exemple, la boutique Trolune à Lyon, c'est Ok. que je connais un peu, donc soit Clara, soit Hugo, qui sont des chouettes personnes. Quel est bah, le conseil que tu donnerais pour des... Un conseil, je sais pas, mais s'il vous plaît, soyez bons joueurs. Bah voilà, c'est un bon conseil, ça. Ce sera plus agréable pour tout le monde. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Merci, Merci Christine. à toi.